n'est pas les petites communes de 100 ou 200 habitants qui sont un problème. Donc le fait qu'il y ait 9000 communes de moins de 200 habitants n'est pas un problème de finances publiques, je parle pour les finances locales elles-mêmes. Si c'est un problème pour l'accompagnement de autant de territoires, il faut le dire comme ça, moi je pense que ça peut être entendu. Mais arrêtons de fantasmer, ce n'est pas vos propos, hein, c'est d'autres propos, mais il faut arrêter de fantasmer avec « il y a tellement de communes en France qu'on ne peut pas s'en sortir au titre des finances publiques ». Non, ce n'est pas vrai. Les 9000 communes, c'est 1,2% de la dépense publique locale. Donc il y a peut-être un sujet avec les petites communes, il faut peut-être s'y attarder, mais moi je peux vous garantir, alors ce n'est pas étayé, mais que si on supprime ce socle-là des 200 habitants, ça va nous coûter beaucoup plus cher en agents publics à mettre en remplacement du maire qui va se lever à 11h du soir parce qu'il y a un chien errant, ou du maire adjoint qui va faire de la médiation entre deux voisins qui ne se supportent plus. Donc, il faut faire très attention à l'autoflagellation. J'espère que si vous êtes sur ce modèle-là, mais en disant « Regardez ailleurs en Europe, il y a beaucoup moins de collectivités, etc. » Le nombre de syndicats a fortement diminué, donc on est sur il y a des communes nouvelles, on est sur cette piste-là. Pas besoin de s'autoflageller en se pensant que nos modèles avec des petites communes nous envoient dans le mur. Je ne pense pas que ce soit ça le sujet en matière de finances publiques, en tout cas. J'étais trop long sur ça, du coup. Voilà, je pouvais rajouter les moins de 500 aussi, mais enfin, je sais pas, moins de 500, 50% des communes ont moins de 500 habitants, ça fait 4% de la dépense publique locale. Voilà, donc on a tout dit. Le renforcement, pour renforcer l'écosystème, renforcer les offres d'ingénierie. Je vais englober ce qui a été dit sur le rôle impératif des CRC, des relais, les décideurs locaux. Moi, j'ai eu la chance de faire des présentations. C'est vraiment une idée extraordinaire. Tout ça, tout ce qui va dans ce sens-là, va être extrêmement apprécié du monde local. Et si on arrive à vraiment une convergence, à une complicité entre les représentants de l'État et les représentants à retrouver un tout petit peu ça, peut-être, je vais me permettre de dire ça comme ça, retrouver un tout petit peu ça, on va gagner beaucoup et d'énergie et d'efficience. Limiter les dérives normatives dans la mesure du possible, renforcer la formation des élus et la transparence afin de retrouver une chose assez essentielle qui est un petit peu de confiance aussi. Hein. Il va falloir se remettre à se faire un petit peu confiance mutuellement. Ça peut faire du bien. Réinventer l'implication des citoyens, j'avais marqué ça aussi, avec une petite piste, notamment, je le livre comme ça, c'est l'épargne populaire locale, qui pourrait être un dispositif assez performant pour peu qu'on redise aux citoyens qu'il faut qu'ils soient acteurs. Et ce n'est pas une injure de l'être à titre financier. On a l'impression que je ne fais que copier les propos de Madame Lemarque, mais effectivement, côté évaluation, alors on a parlé de l'évaluation qui pouvait être faite par un tiers. Moi, je pense que l'évaluation peut être faite aussi en collectivité locale, et il faut développer ça, cette culture-là. Avec des ambitions, on y là-dessus. 3 pistes. Alors, j'allais parler d'une nouvelle fiscalité verte, mais j'étais un petit peu douché par les propos de la table ronde précédente, donc je vais me contenter de... un petit peu, je me suis dit, je vais noter plein d'idées, puis après, j'ai compris que ça allait être compliqué. Mais il ne faut pas renoncer pour autant. Hein, ça pouvait être une liste. Alors, verte, numérique, voilà. Il y a peut-être une nouvelle fiscalité à associer aux collectivités. Pour plus d'ambition, mais c'est vraiment à titre personnel, je suis désolé, je reste persuadé qu'il faut revenir à un impôt local par habitant. Donc voilà. Et une des pistes qui pourrait être prise, on ne va pas recréer de taxes, j'ai bien compris, mais en tout cas, on peut recréer cet impôt-là, le déduire dans l'impôt sur le revenu et dire aux gens qu'à due concurrence de leurs revenus, ils participent à ce qui se passe sur leur territoire. Donc, on fait 50, 100 euros, 150 euros par tête, c'est déduit de l'impôt sur le revenu. Et puis, quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est l'État qui paye un truc. Je vous le fais version simple. Mais quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est 20 euros. Et puis, tout d'un coup, si on a des revenus, on se remet à participer. Moi, je pense qu'il ne faut pas laisser aux propriétaires seul la relation fiscale avec les collectivités locales. C'est mon sentiment. Donc, avec un peu d'ambition, il faudrait réinventer ça sans doper la fiscalité, mais en substitution. Au lieu d'un taux additionnel sur l'impôt sur le revenu, etc., quelque chose de plus simple. Et puis, en me disant tout ça, je me dis que pour arriver à une partie de ma liste et puis à ces mesures un petit peu ambitieuses, peut-être qu'on peut réinterroger quelque chose qui au départ, que je défendais au départ,
qui est l'absence, qui est la fin du cumul des mandats. Voilà. Alors je jette un petit pavé dans la mare parce que je pense qu'il suffit que je dise ça pour que dans la salle il y ait des avis très, très divergents et très tranchés. Voilà. Autorisez-vous à changer d'avis parce que moi j'ai un petit peu changé d'avis. Donc on verra à la fin de la prochaine mandature si je reste sur cette position-là, mais je pense que il y avait des effets assez positifs au cumul de mandats, en tout cas pour ce qui est du développement et du financement un peu moderne des politiques publiques locales. Toutes les réponses à ça dépendent de ce qu'on veut faire de ce trio qui est décentralisation, déconcentration, externalisation. Hein, donc en fonction de ce qu'on veut confier à chacun, si on veut qu'effectivement les préfets chapeautent une partie de l'expérience et de l'équipement public local, et ben finalement on peut être assez clair, et c'est peut-être une bonne idée sur certains points, hein, je ne conteste pas ça. Mais voilà, en fonction du curseur qu'on va mettre sur le rôle de chacun, externalisation au sens association, privée, etc., la présence de l'État et puis la présence des collectivités, eh ben, on peut apporter des réponses aux petites pistes que j'ai émises avec un peu d'humilité devant vous. Bien, merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, qui est très complémentaire donc d'un modèle financier qui serait national, alors à plus ou moins brève échéance, puisqu'en fait, c'est des mesures qui sont pas si éloignées. En fait, c'est vraiment les perspectives assez immédiates. Corinne, un modèle à compléter au regard du droit européen dans les approches que tu peux nous présenter? Faut que je rapproche, c'est tout? D'accord. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, est-ce que l'Europe ou l'Union européenne peut servir de modèle ou d'exemple pour les collectivités territoriales françaises? C'est une vraie question, surtout qu'a priori, tout les oppose quand même. On a un budget de l'Union européenne qui, je le rappelle, est d'à peu près 160 milliards d'euros pour environ 450 millions d'habitants. Et 27 États membres. Et comment ce budget-là, ces règles, qui sont les règles d'une organisation internationale avec une forme un peu particulière, pourraient servir de modèle aux collectivités territoriales dont le budget s'élève à environ 243 milliards d'euros pour un peu plus de 67 millions d'habitants. On a donc un budget européen qui tourne autour de 1% du RNB européen, quand le montant total des budgets des collectivités représente aux alentours de 35%, 40% du PIB français. Et puis surtout, on totalise les budgets des collectivités territoriales en France, mais en réalité, on en a 35 000 à peu près. C'est-à-dire 35 000 budgets, 35 000 pouvoirs de décision financière, 35 000 gestions différentes. Donc, on a vu déjà avec les intervenants précédents que l'on n'a pas un modèle de collectivité territoriale. D'abord, on n'a pas une collectivité, on en a beaucoup. On n'a pas un modèle de collectivité, on a des petites, on a des moyennes, on a des grosses qui n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes difficultés. Alors, malgré cela, on peut quand même rapprocher le budget européen du budget des collectivités, sous l'angle de l'autonomie financière. Parce que, paradoxalement, nos collectivités territoriales se sont vues reconnaître une autonomie financière, je renvoie à l'article 72 de la Constitution, et l'Union européenne est également autonome financièrement. Il suffit d'aller voir les articles 310 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et cette autonomie financière, eh bien, elle produit les mêmes effets, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau des collectivités territoriales. C'est-à-dire que dans l'un et l'autre cas, eh bien, on est très dépendant de l'État et des subsides de l'État. Et on est dans une situation difficile lorsqu'il s'agit de gérer une crise. Et on s'est retrouvé à devoir, tant l'Union européenne que les collectivités, on l'a vu depuis hier, devoir maîtriser les dépenses, trouver des stratégies pour faire en sorte, en tout cas, que les dépenses n'augmentent pas. À partir de là, quelle piste peut-on trouver? Alors, une piste m'avait été très gentiment suggérée par Alain, celle des ressources propres.
Est-ce que le modèle de ressources propres de l'Union européenne pourrait être une référence pour les collectivités territoriales? Alors, je ne vais pas détailler, je ne vais pas vous assommer avec du droit européen à presque 17 heures, une deuxième journée de colloque, mais je ne suis pas sûre que le système des ressources propres soit véritablement une solution pour nos collectivités. Alors, je rappelle très brièvement, hein, l'Union européenne bénéficie de ressources propres depuis une décision du 21 avril 70. Et ces ressources propres consistent d'abord au versement des droits de douane qui sont perçus par les États membres, à peu près 80, tout dépend, 75 à 80% des droits de douane sont reversés au budget de l'Union européenne. Deuxième chose, l'Union européenne bénéficie d'une ressource TVA. Je le rappelle, la ressource TVA est calculée sur une assiette de produits déterminée au niveau européen. Et à cette assiette de produits, on applique un taux qui est actuellement de 0,3% parce qu'on a jugé que cette ressource TVA, anglais en tête, n'était pas équitable. Donc, on en a baissé le taux, mais ce n'est pas en tant que tel un transfert d'une partie de la TVA collectée à l'Union européenne. Troisième ressource propre, c'est une ressource propre qui est apparue en 1988, qui permet aujourd'hui de financer l'Union européenne, c'est la ressource RNB. Alors, c'est une ressource très pratique puisqu'elle est calculée après tout le reste, c'est-à-dire une fois que l'on a le montant de dépenses, que l'on a calculé les autres ressources, tout ce qui manque est financé par cette ressource RNB. Peut-être que, effectivement, les collectivités territoriales pourraient en rêver, mais on va revoir tout à l'heure qu'en fait, ce n'est pas si simple. Elle a cet avantage de sécuriser le financement de l'Union européenne, mais ce n'est pas non plus la ressource miracle. Et puis, dernièrement, on a inventé une autre ressource propre, c'est une ressource sur le plastique, sur les plastiques non recyclés. Donc là, on est dans la finance verte, puisque l'objectif de cette ressource-là, c'est quand même de diminuer la quantité de plastique, outre alimenter le budget européen. Alors, tout ça, c'est très bien. On pourrait se dire, tiens, intéressant pour les collectivités territoriales, oui, mais il y a un petit problème, c'est qu'en fait, les institutions européennes, l'Union européenne, ne maîtrisent pas ces ressources, puisque les ressources dépendent entièrement des décisions des États membres et suscitent d'ailleurs des négociations souvent très, très complexes pour que les décisions soient adoptées et que le système évolue. On l'a vu au mois de décembre 2020 et précédemment lorsqu'il a s'agi d'adopter la taxe sur le plastique. Et on sait qu'un certain nombre d'États, alors notamment les États dits frugaux, mais aussi la Hongrie, la Pologne, ont bloqué comme ils pouvaient le système et ont fini par accepter parce qu'il fallait financer NGEU. Donc les institutions européennes n'ont pas la main sur les ressources propres et si finalement, si l'on compare avec les collectivités territoriales françaises, bien que leur situation ne soit pas idéale, on l'a vu également depuis hier, elles ont quand même un minimum de compétences fiscales. Elles n'ont pas d'autonomie fiscale, le Conseil constitutionnel nous l'a bien précisé dans une de ces décisions dont on a parlé également hier, mais elles ont un minimum de compétences fiscales qui ferait rêver l'Union européenne, qui n'en a pas du tout. Deuxième piste, donc, c'est la piste, cette fois-ci, de la programmation financière. Depuis les années 80, les finances de l'Union européenne, ces politiques sont rythmées au gré de l'adoption des perspectives financières devenues, depuis le traité de Lisbonne, cadres financiers pluriannuels. Ces cadres financiers pluriannuels couvrent des périodes de 7 ans. Alors, souvent, lorsque l'on aborde ce cadre financier pluriannuel, on le prend comme exemple, ou au contraire, on le rejette, parce que ce cadre financier pluriannuel a souvent et à juste titre été qualifié de carcan financier. Je reprends là les propos d'Alain Lamassoure ou de Jean Arthuis qui ont souvent montré ce côté carcan financier du cadre financier pluriannuel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas très facilement adapter les financements européens aux nécessités, aux situations extraordinaires ou exceptionnelles comme la Covid-19,
parce qu'on a un système qui est quand même relativement figé, et pour le faire évoluer, de nouveau, il faut en appeler aux États membres, et là encore, on sait bien les réticences d'un certain nombre d'entre eux. Ceci étant, cette programmation financière, elle présente quand même quelques atouts. D'abord, elle est négociée tous les 7 ans. Et ça, c'est un énorme avantage, c'est qu'au lieu de s'écharper tous les ans sur un budget, eh bien, les États membres se contentent de s'écharper tous les 7 ans. Et bon, certes, la situation où les relations restent tendues, mais quand même, on renvoie à des périodes de négociation, ce qui a représenté un véritable atout au niveau européen, puisque l'on avait chaque année des contentieux, et des contentieux qui se sont souvent terminés devant la Cour de justice européenne. Deuxième chose, deuxième atout de ce système, il a permis de sécuriser le système financier européen, de sécuriser les budgets européens. Il a permis d'abord de sécuriser la ressource, puisque la ressource est aujourd'hui plafonnée en pourcentage de RNB, et cela permet aux États de connaître le montant de leur financement qu'ils doivent apporter à l'Union européenne, et surtout, ils sont sûrs que le plafond ne sera pas dépassé, puisque c'est un plafond contraignant. Donc, c'est une sécurité pour les États membres. C'est aussi une sécurité de l'autre côté pour l'Union européenne et la Commission, puisque les dépenses sont également sécurisées. D'abord, elles sont programmées sur une période de 7 années. Elles sont plafonnées. On a un plafond pluriannuel, on a un plafond annuel. Bref, tout est fixé, tout est prévu à l'avance, et on a vu que même si il y a des difficultés, finalement, depuis 1988, depuis qu'on a adopté ce mode de décision, eh bien, les budgets européens n'ont pas été en déficit, et donc, finalement, la Commission européenne est quand même relativement contente de ces solutions, même si, encore une fois, on peut être critique sur un certain nombre de sujets. On a donc au niveau européen une technique que je qualifierais de façon un peu rapide de technique du gagnant-gagnant. Et cette technique du gagnant-gagnant a inspiré en France un certain nombre de solutions qui ont pu être adoptées, notamment la contractualisation pluriannuelle des relations financières entre l'État et les collectivités, qui s'est instituée à partir de 1996, avec d'abord un pacte de stabilité financière, puis un certain nombre d'instruments qui ont succédé, le contrat de croissance et de solidarité en 1999, l'enveloppe normée en 2007, ou encore la loi de programmation des finances publiques. Alors, en France, on le sait, les choses ne se sont pas forcément mises en place exactement comme il aurait fallu, elles ne sont pas non plus tout à fait satisfaisantes. Il faudrait sans doute aller un petit peu plus loin dans le dispositif. Et je reprendrai volontiers ce que disait hier Michel Bouvier, c'est-à-dire qu'en France, ce qui nous manque beaucoup du point de vue des relations entre l'État et les collectivités, c'est d'abord de trouver une véritable instance de négociation. Moi, je ne suis pas persuadée que la négociation par collectivité territoriale dans le cadre d'une contractualisation spécifique soit vraiment la solution. Et puis surtout, en France, il faudrait qu'on ait une véritable culture de négociation. Et à mon sens, on ne l'a pas. Au niveau européen, cette programmation financière s'accompagne aussi d'une programmation politique. On a un programme de travail pour la Commission européenne qui est élaboré pour 5 ans, mais on a aussi un programme de travail annuel, un programme de travail semestriel, notamment parce qu'on a une présidence tournante de l'Union européenne. Et cette programmation politique découle également, ou en tout cas innerve aussi la programmation dans les différents services de la Commission, puisque chaque service de la Commission doit aussi faire une programmation chaque année. Donc au niveau européen, tout est véritablement, ou tout est en quelque sorte fixé à l'avance. Ce n'est pas complètement rigide, puisqu'on a aussi des moyens de faire évoluer cette programmation en fonction quand même de la situation. Donc, ça reste une programmation qui peut être glissante, une programmation in itinérée. Troisième et dernière piste, cette programmation financière et politique pourrait trouver également, ou a trouvé un relais en tout cas au niveau européen, avec la mise en place d'un audit financier et d'une culture de performance.
Et il me semble qu'au niveau des collectivités territoriales, et j'ai bien compris que les autres intervenants étaient également sur ces pistes-là, il me semble que pour les collectivités, cela pourrait être également une piste intéressante. Alors, au niveau de l'Union européenne, la réforme a été entreprise dans les années 2000, et c'est vrai dans un contexte un peu particulier qui a été celui de la démission de la Commission Santer et de la réforme de la Commission européenne au travers d'un livre blanc sur la réforme de la Commission, qui comprenait d'ailleurs beaucoup d'axes de réforme, dont un qui nous intéresse spécifiquement, c'est en matière financière. Aujourd'hui, eh bien, on a une procédure budgétaire européenne qui est marquée à chaque étape par une démarche de performance. Et par ailleurs, la Commission a créé un service d'audit interne dans le cadre donc de cette réforme administrative. La mission de ce service d'audit interne, SAI, est une mission qui est en réalité une mission assez complexe, puisqu'il s'agit pour ce service d'évaluer les processus de gestion des risques, de contrôler, de conseiller l'institution. Et ce qui est intéressant au niveau européen, et Daniel Lamarck l'a abordé brièvement tout à l'heure, c'est que le contrôle externe des comptes européens s'appuie sur le contrôle interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le contrôle interne est réalisé, le contrôle externe ne refait pas ce type de contrôle, mais cherche à voir si les contrôles internes ont été bien réalisés. Donc on n'a pas en principe de doublon. Donc ça, c'est une stratégie de contrôle qui me paraît assez intéressante, mais à condition évidemment que l'on ait au préalable un système d'audit. Or, en France, l'audit dans les collectivités territoriales est quand même assez peu développé. Alors certes, on a un audit dans les grandes collectivités territoriales, des services d'audit, mais pas dans les collectivités de taille moyenne et encore moins dans des petites collectivités. On assiste parfois à des moments d'audit dans les collectivités en cas de changement de majorité politique pour que la nouvelle majorité ait un état des lieux complet finalement de la situation financière de la collectivité, et puis aussi un peu pour se dédouaner, pour dire voilà, tout ce qui est mal, c'est pas nous, tout ce qu'on va faire maintenant, vous verrez, c'est formidable. Bon, je résume un peu, mais ça ressemble quand même passablement à ça. Est-ce qu'on peut développer un audit dans toutes nos collectivités territoriales? Ça paraît quand même un peu difficile, mais tout de même, j'ai beaucoup de regrets. Et j'ai d'autant plus de regrets en ayant suivi avec attention l'intervention d'hier du magistrat financier Elfège Brisol, qui nous montrait un certain nombre de tableaux avec un certain nombre de données financières, qui permet aux chambres des comptes d'analyser la situation financière des collectivités dans le cadre de contrôle. C'est quand même dommage que ces données financières ne servent pas également à justement quelque chose qui serait davantage dans le stade de l'audit, qui permet aussi de conseiller la collectivité territoriale. Pourquoi finalement a-t-on simplement ces éléments-là pour le contrôle ? Pourquoi est-ce que l'on ne met pas à disposition ces éléments financiers qui m'ont semblé extrêmement pertinents pour faciliter la prise de décision financière au niveau local? Dernière chose, c'est sur la politique d'évaluation. Alors là encore, je ne vais pas développer parce que le président me rappelle à l'ordre et il a raison. Au niveau européen, on a développé une évaluation d'abord dans les années 2000 et puis ensuite un peu plus tard en 2015 avec un programme qui s'appelle le programme BEFORE, Budget Focus on Result, désolé pour cet anglais approximatif, et qui implique justement une démarche de performance avec différents stades au cours de la procédure budgétaire pour que l'on puisse véritablement évaluer la mise en œuvre des politiques européennes. Or, et je finirai par ça, c'est très dommage, mais dans nos collectivités territoriales, très souvent, lorsque l'on parle de la performance des services publics, ceci dit, dans nos universités, c'est un peu pareil, quand on commence à parler de la performance des services publics, c'est un peu comme si on commençait à dire des gros mots. Et les élus locaux sont souvent très réticents à avoir une évaluation de la performance des services publics et savoir finalement si les objectifs qui étaient fixés ont été atteints.
Donc, il y a certainement, là encore, quelque chose à retravailler dans les collectivités. Alors, je suis bien consciente que les deux pistes que je suggère ne sont pas des pistes révolutionnaires, puisqu'on a commencé en France à y réfléchir. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on ne soit pas allé souvent au-delà de la réflexion, au-delà de début, de commencement d'expérimentation. Merci. Merci beaucoup, chère Corinne. On va sans plus tarder voir si ce modèle financier est susceptible de trouver quelques pistes chez nos amis anglo-saxons, mon cher Alexandre. Merci, cher Mathieu, Monsieur le Président. Grand merci à Alain Pariante et Caroline Delmeda pour cette organisation sans faille. C'est un plaisir d'être là, même si c'est délicat à cette heure de vous intéresser à quelque chose d'un petit peu exotique, puisque j'apporte une petite touche comparée pour laquelle je remercie Alain. Pourquoi le Royaume-Uni, outre le fait que je suis notoirement connu pour publier 80% du temps sur la question. Les difficultés de la comparaison, c'est que c'est un pays qui est quand même assez équivalent au nôtre, hein, quand on regarde du point de vue du PIB ou de la taille de l'État, de sa puissance à tout point de vue en Europe et dans le monde. Donc, c'est un voisin et notre meilleur ennemi, donc les comparaisons, elles sont un petit peu évidentes. Et puis, d'un autre côté, le Royaume-Uni, c'est aussi un État qui longtemps a été caractérisé par une grande centralisation, en tout cas pour ce qui concerne chacun de ses pays constitutifs. L'Angleterre a longtemps présenté en droit constitutionnel le fait que ce serait un des autres exemples d'État centralisé par rapport à la France, puisque en matière de comparaison et en matière de finances locales, je crois que c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de groupes de recherche qui se livrent à des comparaisons. C'est très, très difficile d'établir des éléments de comparabilité. Il y a beaucoup d'obstacles, c'est ce que je voudrais dire dans mon introduction, quelques obstacles qui rendent la comparaison difficile. 5 points. Le premier, parce qu'il faut que je fasse court, le statut des autorités locales au Royaume-Uni. Dans la mesure où il n'y a pas de constitution écrite et il n'y a pas un ordonnancement juridique comme le nôtre, le système britannique, et c'est peut-être l'un des éléments d'inspiration possible ou d'influence, est caractérisé par une grande flexibilité, parce que ça veut dire que le statut de l'Écosse, aujourd'hui, il peut être supprimé demain par une décision de Boris Johnson s'il est suivi par sa majorité au Parlement de Westminster. Autrement dit, il n'y a aucune garantie pour l'Écosse de continuer à bénéficier de cette formidable, entre guillemets, puisqu'elle est progressive, autonomie financière, juridique, etc., dont elle dispose depuis 1998, et qui a failli lui valoir, à l'issue du référendum de 2014, une indépendance. Très très proche de l'indépendance en 2014, il pourrait tout à fait et très promptement y avoir un processus de recentralisation. Alors il y a eu un mouvement très 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 normativiste au Royaume-Uni depuis quelques années qui amène la Cour suprême à se prononcer un petit peu à la manière d'une cour constitutionnelle sans constitution, et l'occasion a été manquée pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord de voir reconnaître dans les lois du Parlement de Westminster qui leur accorde un statut particulier, un statut de quasi-constitution, la Cour suprême rappelant que le sacro-saint principe fondateur du Royaume-Uni, c'est la souveraineté du Parlement de Westminster. Donc rien ne change, ou tout peut changer du jour au lendemain. Et ils en ont fait la meilleure expérience lorsqu'il y a eu un rapatriement de pouvoir à l'issue du Brexit, puisqu'un certain nombre de pouvoirs qui avaient été transférés par l'adhésion en 1973 à l'Union européenne auraient dû ou auraient pu revenir à l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, puisqu'entre-temps de l'adhésion, eh bien, ces pays du Royaume-Uni ont bénéficié d'une forme de décentralisation. Que nenni, au moment du Brexit, le Parlement de Westminster en a décidé autrement et ils n'ont pas retrouvé ce qui aurait pu logiquement leur revenir si on avait suivi la répartition des compétences anglaises, tout simplement parce qu'elles n'ont pas droit de cité et elles n'ont été nullement sollicitées, les législatures, on va dire, d'Édimbourg, de Cardiff et de Belfast au moment du Brexit. Nullement sollicitées à leur grande dame. Hein. Il y a eu une belle décision de la Cour suprême, il y en a eu plusieurs. Et puis, dans la décision Miller, de manière cinglante, les juges ont considéré que il n'y avait pas technique, mais il n'y avait pas de caractère juridique à l'arrangement qui veut que Westminster demande son accord à l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord lorsqu'il empiète sur ses pouvoirs. C'est ça le grand paradoxe et qui fait que la comparaison est difficile. Il n'y a pas vraiment de répartition des compétences. Si demain le Parlement de Westminster souhaite
légiférer et financer des actions qui sont pourtant transférées en matière de compétences, elle peut le faire. Elle a une forme de clause générale de compétence absolue, tout simplement parce que le Parlement est souverain. Donc il y a des transferts, mais il peut ne pas y avoir transfert du jour au lendemain. Deuxième difficulté, la répartition territoriale. Pour comparer avec la France, c'est très compliqué, parce que 85% de la population vit en Angleterre. Il suffit de voir l'hypertrophie de Londres par rapport aux autres collectivités. L'Irlande du Nord, c'est à peu près la taille de la ville de Kent, en Angleterre. Donc les comparaisons chiffrées sont extrêmement compliquées. C'est plutôt l'histoire qui permet de justifier qu'il y a une forme de puissance financière de l'Écosse aujourd'hui, alors qu'elle représente si peu lorsqu'on compare avec d'autres États européens. Donc cette répartition territoriale rend les choses particulièrement difficiles, et il y a une hypertrophie historique de l'importance de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, là où l'essentiel des dépenses publiques sont évidemment en Angleterre. Le budget de l'Écosse, c'est 46 milliards d'euros, de livres sterling, pardon, convertira, mais puisque vous connaissez bien les chiffres, pour la France et pour les autres pays, ça vous donne un ordre de grandeur. Le troisième point, c'est l'histoire. Pour comparer, on ne peut pas se départir de la construction historique de ce qu'a donné nos collectivités locales en France, de ce qu'a donné celle qui existe en Angleterre. Il y a une transformation progressive des paroisses, avec après la possibilité de se doter d'un maire. Bon, tout ça, c'est le fruit d'une lente maturation historique, et on ne peut pas transplanter comme ça un modèle ailleurs, sauf à essayer de voir certains aspects qui sont fructueux ou qui produisent des effets. On verra, il y a quelques éléments qui rappellent les évolutions récentes des finances locales françaises. Le modèle juridique ensuite, il n'y a pas les juridictions financières que l'on connaît en France. Ce n'est pas du tout le même modèle. Il n'y a pas de contrôle normatif pour le meilleur et pour le pire des lois financières qui peuvent être source d'amélioration de contrôle ou de rigidification selon le point de vue et selon les décisions concernées. Et puis enfin, il y a une évolution juridique très rapide, mais ça c'est le propre aussi de la France. Il y a 5 ans, quand je parlais de l'Écosse, je ne disais pas la même chose qu'aujourd'hui. Et pour les autorités locales anglaises, c'est la même chose. En 10 ans, il y a eu une transformation des finances locales absolument fulgurante. Dans les 3 premières années de la mandature de David Cameron, quand il était Premier ministre, il y a 36% des dotations aux autorités locales anglaises qui ont été supprimées. Toujours parce qu'il y a une grande flexibilité, le Parlement de Westminster peut le faire, mais donc ça vous change complètement le paysage. Et d'un autre côté, l'Écosse, qui au début se glorifiait de sa quasi-autonomie financière, enfin sa quasi-autonomie, pardon, mais ce n'était pas du tout le cas en matière financière, elle avait nettement moins d'autonomie qu'une région française. Depuis 2016, ce n'est pas du tout le cas, et elle tend maintenant à avoir... alors, normalement, à l'horizon 2021, l'Écosse devait avoir 50% de ses ressources collectées en Écosse sous la forme de fiscalité. C'est seulement 30%, et c'est reporté à l'horizon 2025-2026 pour que ça atteigne 50%. Alors, ce n'est pas l'autonomie financière complète, mais il y a eu une transformation en quelques années assez importante. Alors, pour mon propos, je voudrais dire quelques mots de la différenciation. Je suis très inspiré par ce qui a été dit tout à l'heure. Puis forcément, quand on regarde à l'étranger, on se dit il faut faire sauter le verrou, il faut aller vers la différenciation, puis finalement être triste. Et dans quelle mesure on peut aller dans cette direction. Je voudrais parler aussi du rapport central-local et de la manière dont il y a des mouvements de transfert vers le local et des mouvements de recentralisation. En fait, on retrouve beaucoup des thèmes que l'on connaît dans les finances locales françaises. Alors, sur la différenciation, je l'ai déjà dit, pour l'Écosse, les Pays de Galles et l'Irlande du Nord, une fois qu'on a enlevé ça, on peut regarder l'Angleterre et avoir un degré de comparabilité plus fort avec la France, puisque d'un certain point de vue en termes d'autonomie, l'Écosse, en termes de transferts fiscaux, elle peut inspirer peut-être plus un futur statut de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie ou de la Corse, et moins pour d'autres autorités locales. Mais il y a aussi une différenciation entre le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, sans en rentrer dans les détails. L'Écosse, c'est le pays pilote. Le Pays de Galles, c'est le pays qui suit, et l'Irlande du Nord, c'est le cas particulier qui est inclassable. Qui est inclassable pour des raisons politiques et historiques. On connaît le XXe siècle et l'accord de Belfast en 1998, la paix, etc. Et puis, il est inclassable aussi parce qu'il a une frontière commune avec l'Union européenne. On ne va pas revenir sur la question du Brexit. Et il y a une problématique d'impôt sur les sociétés. Et donc, progressivement, il y a une tendance à essayer d'aligner l'impôt sur les sociétés sur la République d'Irlande pour des raisons économiques évidentes. Ils n'y sont pas encore, aux fameux 12,5% qui font la réputation fiscale de l'Irlande. Ils sont à 19%, mais c'est la tendance vers laquelle ils s'orientent. Donc, différenciation, voire asymétrie entre les différents pays. Et l'asymétrie est totale quand on regarde l'Angleterre, parce que c'est le Parlement de Westminster qui pilote tout.
Différenciation aussi en matière locale. On parle des 35 000 collectivités locales en France. Il n'y a que 390 autorités locales qui perçoivent de la fiscalité, mais il y a aussi 11 000 paroisses et villes qui peuvent avoir une partie de l'impôt local et qui dégagent aussi d'autres sources de revenus pour avoir une action locale, mais extrêmement limitée. Donc, ils ont complètement réorienté sur un certain nombre seulement d'autorités locales leurs efforts, et le niveau moyen du budget de l'autorité locale la plus petite n'est pas comparable avec les exemples qu'on a entendus depuis hier pour les petites collectivités. Vous avez souligné la différence qu'il y a à gérer une telle collectivité par rapport à une collectivité de grande taille. Toujours sur la différenciation, les réformes, cette fois-ci d'un point de vue administratif et institutionnel en matière d'autorité locale anglaise, ont amené une très grande différenciation parce qu'il y a eu l'encouragement à une fusion des deux niveaux historiques, comté et district, qui étaient présents partout sur le territoire, mais à la carte. Donc, il y a des conseils qui ont fusionné, et puis il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas fusionner. Donc, il y a deux régimes juridiques distincts. Encore une fois, en termes de différenciation, ils s'en accommodent plutôt très bien, mais pour comparer, c'est compliqué. Après, les limites de la différenciation, c'est le comportement des pays. L'Écosse est responsable de ses autorités locales, se comporte à peu près comme Londres pour les autorités locales anglaises, notamment en termes d'autonomie financière. Donc, ça, c'est pas je n'irai pas jusqu'à parler d'hypocrisie, mais c'est un phénomène qui est quand même assez particulier, assez amusant. Faut que j'aille vite. Je voudrais parler du rapport central-local. C'est toujours difficile quand on a un collègue qui se lève et qui part, donc je vais conclure. Je suis désolé. Il avait prévenu en plus. Non, mais c'est moi qui suis trop long de toute façon et il est tard. Sur le rapport central-local, on est dans un paradoxe au Royaume-Uni entre centralisme et transfert. J'ai parlé des transferts pour l'Écosse qui devraient arriver à une quasi-forme d'autonomie financière, mais ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des règles de calcul, tant pour l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui sont complètement enfermées par Londres. Et de la même manière, pour le niveau des dépenses des autorités locales, il y a une règle de calcul qui intègre la péréquation, l'equalization, qui est pilotée complètement par Londres. Et c'est une règle de calcul qui est jalousement gardée au niveau central et qui ne fait pas l'objet de négociations. La règle de Barnett qui permet d'allouer son budget hors transferts fiscaux à l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, elle a été enfermée dans un ratio de comparaison de la démographie des différentes zones géographiques anglaises par rapport au niveau des dépenses anglaises et le niveau des dépenses des autres pays. Et il a été enfermé à une époque qui fait que ça favorise un peu les Écossais, puisqu'ils bénéficient d'un taux de dépenses qui est supérieur par tête par rapport à l'Angleterre, ce qui fait un peu hurler les Anglais. Mais d'un autre côté, pour les Écossais, c'est le prix d'être encore sous la coupe de Londres, etc. Donc, cette règle de manière à voir dans les années 70, et celui qui l'a inventé, qui était un secrétaire général du Trésor, ne comprend pas qu'on l'utilise encore. Et 5 parties sur 6 veulent la garder et la toiletter un peu. Donc, c'est le paradoxe des transferts, mais aussi de jalousement garder le contrôle. On est toujours sur une logique de budget alloué. C'est la même chose pour les autorités locales. Il y a une règle de calcul qui permet de tenir en compte des disparités parce qu'en matière de fiscalité locale, il y a une vraie différenciation. Il y a des autorités locales qui dépendent beaucoup des dotations, d'autres qui dépendent beaucoup plus de la fiscalité locale. Et vous imaginez que quand 30% des dotations ont été supprimées, ça n'a pas été ressenti de la même manière. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques à l'époque de David Cameron. J'ai l'impression de me répéter ce que je l'avais déjà dit à un autre colloque, mais David Cameron, contribuable, pas Premier ministre, s'était fait interpeller par son conseil local, avait interpellé son conseil local en demandant des comptes sur leur gestion financière, et le conseil local lui avait répondu en lui disant « mais la raison pour laquelle nous sommes en difficulté budgétaire, c'est de votre faute à vous, non contribuable, mais Premier ministre ». Donc, il y a une vraie cacophonie, notamment aussi sur le transfert des moyens qui permettent de financer les compétences. Ils appellent cela, en Angleterre, puisqu'on connaît ça, c'est la doctrine du new burden, quand on crée une difficulté supplémentaire dans le cadre d'un transfert. On parlait tout à l'heure de cette difficulté des coûts induits. Alors,
évolution très rapide. L'histoire depuis 2010 nous donnera peut-être quelques éléments qui rappelleront des exemples français. J'ai parlé des dotations. Suppression quasiment globale des dotations spécifiques pour garder qu'une dotation générale, progressive. À partir de 2013, il y a eu une captation par les autorités locales. Alors, je parle de l'Angleterre, là j'ai laissé tomber l'Écosse. Les autorités locales anglaises d'une partie de la taxe professionnelle. L'objectif était d'inciter les autorités locales à se développer économiquement. Alors, je ne peux pas rentrer dans cette boîte de Pandore, mais c'est assez intéressant. Il était prévu qu'en 2020, les autorités locales anglaises gèrent 100% de la taxe professionnelle et donc soient complètement responsabilisées dans le dynamisme économique local. On est resté à 75% en raison de la pandémie, mais il y a toute une politique ici de transfert du développement économique pur et de mise en concurrence des autorités locales impulsées par le gouvernement David Cameron. Et à partir de 2013-2014, avec son paroxysme en 2016, une contractualisation sur 2 ans d'abord pour rassurer les collectivités locales sur le niveau de leur dotation l'année d'après. Et à partir de 2016, une contractualisation sur 4 ans avec punition des collectivités qui le refusent. Elles ont quasiment toutes accepté. J'allais parler de la pandémie, mais on n'a plus le temps. En conclusion, peut-être qu'il y a des éléments de flexibilité que l'on peut voir dans la différenciation pratiquée à l'anglaise ou à l'échelle de l'ensemble du Royaume-Uni. Il y a beaucoup de rapports négociés. C'était le cas dans la pandémie, beaucoup de flexibilité, des discussions directes entre le Premier ministre, la First Minister en Écosse, la capacité à transformer rapidement un mécanisme qui date de 30 ans parce qu'il y a un besoin d'argent pour acheter du matériel médical. Une responsabilisation accrue des autorités locales, mais à tel point que le compte n'y est pas forcément et qu'elle se trouve un petit peu acculée. Et puis je crois que j'ai fait le tour, je ne vais pas vous assommer plus, c'était une petite dose de droit comparé. Merci.